Bonjour à tous, c'est Pierre l'Écolo. Bienvenue sur ma chaîne Écologie et sur cette première vidéo sur la grande thématique récupération d'eau de pluie. Cette première vidéo, je vais la consacrer en fait au pourquoi. Pourquoi récupérer l'eau de pluie, pourquoi la valoriser et pourquoi éventuellement aussi cibler l'autonomie avec cette eau de pluie. On va commencer par un constat. Le constat, il y a déjà le changement climatique avec ces diverses perturbations. Je ne vais pas vous faire un dessin, on en parle beaucoup. Et les différents experts en fait sur le climat prévoient dans les temps à venir en fait des perturbations pluviométriques plus fortes, plus violentes, et en même temps des états de sécheresse plus longs aussi. Donc on va partir un peu sur des extrêmes maintenant, et c'est là que ça va un petit peu compliquer les choses quand même pour la gestion globale de l'eau et la gestion publique de l'eau. Et outre ces perturbations climatiques, ça va aussi un peu de pair, c'est que la qualité des eaux brutes ne s'améliore pas en France. La qualité de l'eau distribuée au robinet ne s'améliore pas grandement non plus. Et malheureusement, les prix ne vont pas aller en s'améliorant. Les experts sont d'accord là-dessus. On ne va pas vers une amélioration ni de la qualité, ni du prix de l'eau publique distribuée. Donc là se pose déjà un problème. Et donc c'est là maintenant qu'il est grand temps, je pense, de se poser des questions un peu plus profondes sur l'eau de pluie, sur cette ressource en fait qui devient de ce fait une ressource vraiment incontournable. Et c'est une ressource aussi pour moi de premier plan. Quand on regarde le grand cycle de l'eau, en fait, quelque part, l'eau de pluie qui tombe est un peu à considérer comme l'origine de ce grand cycle. C'est à ce moment-là, dans cette phase-là, en fait, qu'elle est de la meilleure qualité. Et justement, cette qualité de l'eau brute, en tout cas, il faut bien la prendre dans ce qu'elle est réellement et ne pas se contenter de certains échos, de certaines idées qu'on essaye de propager, qui sont aussi malheureusement bien véhiculées par les autorités publiques. Non, l'eau de pluie n'est pas beurre que caca boudin dangereuse, elle n'est pas dangereuse à la santé non plus, bien loin de là. Et c'est là qu'il faut faire attention à tout ce que l'on entend. Cette ressource en fait qui est déjà gratuite et qui restera gratuite, parce que je ne vois pas comment on pourrait imaginer de pouvoir taxer ou faire payer l'eau de pluie, même récupérée à titre privé. Mais cette eau de pluie restera gratuite et ça restera une ressource intarissable. Il pleuvra toujours autant. C'est vrai que la pluviométrie va peut-être évoluer de manière différente, donc en étant de plus en plus concentrée, peut-être de plus en plus violente, et avec des espaces plus secs, plus longs, mais ça n'empêche que l'eau de pluie sera toujours là, et on continuera toujours à recevoir l'eau de pluie. Quand on entend l'eau se fait rare, non, l'eau ne se fait pas rare. L'eau reste toujours à pareille quantité, je vais dire, que ce soit sur Terre ou dans l'atmosphère. L'eau ne se perd pas, mais c'est l'eau qui est dans une qualité acceptable qui se fait de plus en plus rare. C'est cette qualité d'eau qui se fait de plus en plus rare, mais pas le volume d'eau. Donc comprenons bien que maintenant cette eau de pluie devient vraiment une ressource incontournable pour tout le monde, et pour les collectivités et pour le privé. Et au niveau de cette qualité, mais regardez tout simplement, analysons un petit peu l'image que je vous propose. Ce sont des résultats d'analyse que j'avais fait sur mon installation que j'avais dans le Gers, sur mon ancienne propriété. Et les chiffres sont suffisamment parlants là. Regardez, ici ce sont les résultats d'analyse de mon eau brute. C'est-à-dire mon eau qui est puisée directement dans le stockage, avant filtration dans la maison. Et donc ces chiffres sont assez révélateurs. Donc sur cette eau brute, avant traitement, comme cette eau était stockée dans mes cuves béton enterrées, donc le béton étant un matériau minéral par excellence, l'acidité naturelle de l'eau de pluie, qui elle aussi est bien réelle, est systématiquement neutralisée par ce stockage béton. Donc j'étais sur un pH 7 à 7,5 selon la pluviométrie, donc on n'est plus du tout sur une eau acide, donc on n'a plus du tout à considérer ces problèmes d'acidité. Sur le TH, donc le TH en degrés français, c'est la minéralité, c'est la dureté de l'eau en fait, donc c'est grosso modo la minéralité, avec un TH 5, donc c'est une eau très douce, puisque justement un des gros avantages aussi de l'eau de pluie, c'est que c'est une eau vraiment très douce naturellement. Donc on oublie complètement le problème aussi du calcaire, du tartre, de tout ce qui va avec, des produits ou des dispositifs anti-calcaires. Donc ça c'est déjà un gros avantage.
La conductivité électrique, qui est en rapport direct avec la minéralité, donc était très faible aussi, puisque faible minéralité, donc avec une conductivité électrique de moins de 200 microsiemens. Les nitrates, et là ça peut faire rêver aussi beaucoup de gens. Sur les nitrates, je fluctuais entre 2 et 7 mg, donc je dis bien toujours sur mon eau brute avant traitement, avant filtration, pardon. Et au niveau des métaux lourds, j'étais sur la dizaine de métaux lourds principaux qu'on a pu analyser. J'étais entre 2 et 20 fois inférieur au seuil de potabilité. Donc j'étais largement en dessous des seuils de potabilité avant même la filtration. Au niveau pesticides, on a détecté, sur un labo spécialisé, on a détecté 2 substances sur à peu près 45 substances analysées, et dont le fameux lindane, qui pourtant est interdit depuis des années, mais qui est toujours bien présent dans l'atmosphère. Et au niveau des résidus médicamenteux, je pense qu'on peut considérer qu'il n'y en a pas, ou vraiment excessivement peu, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de résidus médicamenteux qui se promènent dans l'atmosphère. Voilà à quoi peut ressembler, évidemment dans une zone rurale, on va forcément pas avoir les mêmes chiffres sur la région parisienne ou marseillaise ou lyonnaise ou quoi que ce soit, ou à côté des grandes usines chimiques ou des aéroports. Ça j'en conviens. Mais voilà ce qu'on peut déjà obtenir en qualité d'eau brute sur cette eau de pluie dans un secteur rural. Donc c'est vrai que cette eau qui déjà à la base est non calcaire, au niveau de ce qu'on va en faire, au niveau de la filtration, on peut se passer entièrement de produits désinfectants, donc elle ne sera pas chlorée non plus, et justement, elle sera très peu chargée en tout. Évidemment, on va retrouver, quand on dit l'eau de pluie est polluée, oui, évidemment l'eau de pluie est polluée, mais la question à se poser, dans quelle proportion ? Quelle proportion va-t-on retrouver justement cette charge polluante? Et c'est une très faible proportion. La preuve en est là. Je vous la fournis ici par des chiffres concrets. Donc cette qualité d'eau brute, elle est vraiment très bonne, elle est vraiment excellente. Et ce qui en fait aussi un très bon potentiel de potabilisation, pardon. Ce qui en fait aussi un excellent potentiel de potabilisation. Donc si on veut aller vraiment au fond des usages, au fond du concept, et si on cherche à potabiliser cette eau de pluie, on aura vraiment une eau alimentaire aussi potabilisée d'excellente qualité. Et de bien meilleure qualité que n'importe quelle eau terrestre qui a été traitée et distribuée sur ces eaux de distribution publique. Et à côté de cela, oui, il est tout à fait possible d'être autonome en France, et attention à ce que vous allez pouvoir entendre un peu partout, ou ce que vous allez pouvoir lire déjà un peu partout. Oui, il est tout à fait possible, même légalement, d'être autonome en France. Il est possible de se doucher sous de l'eau de pluie en France. Il est possible de boire son eau de pluie en France. Donc faites attention à tout ce que vous allez pouvoir lire, parce que je sais qu'on lit ça un peu partout. Malheureusement, les journalistes actuellement ne font plus que du copier-coller. Il reste très peu maintenant de journalistes qui se permettent encore de faire un peu d'investigation, un peu de gratter les textes comme moi je le fais. Mais j'ai décortiqué tous ces textes et je démontrerai tout ça dans des prochaines vidéos sous forme de formation, là, cette fois spécifique à la réglementation. Et je pourrai vous démontrer justement par les textes, par l'analyse de ces textes, que si c'est tout à fait possible d'être autonome. Et malheureusement, mais voilà, tout ce qu'on peut lire, ce n'est que du copier-coller de choses qui ont été dites et mal interprétées ou mal présentées dès le départ. Et voilà, c'est un gros problème aussi en France. Mais voilà, je vous apporterai ultérieurement des vidéos formations sur la réglementation spécifique, là, où je décortiquerai avec vous et je vous analyserai ces textes plus en profondeur. Et je pourrai aussi faire du consulting pour ceux qui en auront besoin. Donc voilà, donc l'autonomie ici est tout à fait possible en France, avec évidemment ce grand plaisir d'indépendance. C'est vrai que mes clients, parce que moi je suis spécialisé justement sur les projets d'autonomie, et c'est vrai que mes clients qui sont maintenant autonomes savourent en fait ce plaisir d'indépendance, et ils en sont bien heureux. Et le privilège aussi quelque part de devenir son propre producteur, et de se fournir sa propre eau et sa propre qualité d'eau chez soi. Et souvent je leur dis, vous allez voir, on en reparlera dans 5 ans, dans 10 ans, on en reparlera et vous allez voir à quel point vous deviendrez privilégié justement par cette autonomie, et de ne plus être dépendant et de ne plus devoir subir, je vais dire, ce problème de qualité et de prix de l'eau de distribution publique.
Et cette indépendance aussi peut amener aussi un autre avantage, c'est que j'ai déjà eu le cas par exemple de pouvoir débloquer soit un CU, soit un permis de construire, donc un CU, un certificat d'urbanisme. Parce que certaines personnes ont un terrain qu'ils voudraient vendre et ils sont bloqués au niveau du certificat d'urbanisme, ou quelqu'un qui a déjà son terrain est bloqué au niveau de son permis de construire, parce que justement ce terrain n'est pas desservi par les réseaux publics et donc n'est pas desservi par le réseau d'adduction d'eau potable. Et justement, le fait de pouvoir démontrer qu'on peut être autonome soi-même, sur base de l'eau de pluie par exemple, peut débloquer un CU ou un permis de construire par rapport à ce problème de non-distribution des réseaux publics. À côté de cela, j'ai envie d'apporter une petite précision aussi sur une idée qui est encore aussi pas mal répandue, où je vois encore beaucoup de maisons dites, ou de projets dits écologiques, ou de quartiers en éco-hameau ou en éco-quartier, je veux dire, qui ont une vocation écologique, et qui, malgré tout, continuent à fonctionner en WC à eau, les WC traditionnels, en mettant de l'eau de pluie dans ces WC. Mais j'ai juste envie de vous apporter quand même une petite réflexion, c'est que le problème du WC, ça n'est pas l'eau qui rentre dans ce WC, c'est le problème des eaux usées qui en sortent. Donc, n'importe quelle eau qu'on va mettre dans ce WC, que ce soit de l'eau de ville, que ce soit de l'eau de pluie, d'un forage, ou encore même de la Vichy, ou de l'Épar, ou de l'Évian, peu importe, on s'en fout. Le problème du WC restera ce qui en sort. Donc le problème des eaux usées qui vont sortir de ce WC. Donc le gros problème, le carnage écologique du WC à eau, il est bien provoqué par ce qui en sort, quelle que soit l'eau qui va y rentrer. Donc attention, mettre de l'eau de pluie dans un WC, ça n'a pas grand-chose d'écologique, excepté le gain quantitatif par rapport à ce qu'on ne va plus importer de l'eau publique pour mettre dans ce WC, mais sur un plan purement écologique, environnemental, on n'y gagne rien. Donc attention aussi à cette fausse considération. Et d'autres avantages aussi un peu collatéraux, je veux dire, de cette récupération d'eau de pluie domestique, c'est que on a beaucoup moins d'infrastructures, besoin de beaucoup moins d'infrastructures. On a un circuit très court, c'est un circuit direct. On capte sur le toit, on stocke dans la cuve, ça vient directement au robinet. Donc c'est le circuit le plus simple et le plus direct qui soit. Donc moins d'investissement et moins de travaux aussi à ce niveau-là. Et d'autres petits avantages collatéraux aussi qui interviennent. Là, j'ai aussi développé, vous trouverez sur la playlist d'hiver, vous trouverez deux autres vidéos complémentaires. L'une sur l'impact que peut avoir la récupération d'eau de pluie domestique sur la gestion des crues et des inondations, surtout évidemment sur des zones sensibles à tout cela. Et aussi une autre vidéo que j'ai développée sur encore une fausse idée que beaucoup de gens ont, qui penseraient que le fait de récupérer l'eau de pluie au niveau domestique nuirait en fait à la recharge des nappes phréatiques. Parce qu'en fait, on capterait donc cette eau qui n'irait pas dans le sous-sol pour rejoindre le circuit vers les nappes phréatiques. Là aussi, c'est une idée tout à fait fausse, mais au contraire, justement, ça ne nuit absolument pas à la recharge des nappes. Et si c'est bien géré, on peut même avoir un impact supérieur à un impact naturel si notre maison n'existait pas, je veux dire, sur le lieu. Donc voilà, ça, encore aussi une autre idée, ça ne coûte pas non plus une fortune. Une installation de récupération d'eau de pluie, même sur une optique d'autonomie complète, non, ça ne coûte pas une fortune. Et là aussi, j'aimerais un peu, d'ailleurs sur d'autres vidéos aussi, j'essaierai de tordre le cou aussi un peu à beaucoup de ces idées fausses, voire des intox aussi qui sont vraiment véhiculés par certaines personnes. Et non, mais là aussi, ça n'est pas une usine à gaz, ça ne coûte pas une fortune. Une petite voiture, je vais dire neuve, coûte plus cher qu'une installation d'eau de pluie. Une petite voiture neuve, dans 5 ans, elle a perdu toute sa valeur. Là, vous faites un investissement en qualité et un investissement sur du long terme. Donc voilà, c'est tout autre chose, c'est tout un autre calcul, une autre vision. Donc attention aussi à ne pas tomber sur des idées un peu trop simplistes et un peu trop rapides. Donc voilà, j'espère que je vous ai fait un petit tour d'horizon assez complet, assez rapide. Mais voilà,
je pense que l'eau de pluie, oui, elle a toute sa place dans nos habitats, et je pense qu'elle mérite franchement une toute autre considération que l'image, en tout cas l'image publique qu'on essaye de lui donner. J'espère que vous l'aurez un peu mieux ressenti sur la base de ce que je viens de vous présenter, mais non, voilà, n'oubliez pas, c'est maintenant une urgence. L'eau de pluie est une ressource maintenant incontournable, et elle est vraiment une ressource de premier plan qui se mérite absolument d'être valorisée. C'est pour ça que je parle toujours beaucoup plus de valorisation domestique de l'eau de pluie plus que de simple récupération. Donc voilà, et on verra aussi sur le chapitre suivant la faisabilité sur la prochaine vidéo. Donc c'est à la portée de tous. Enfin, à la portée de tous, en respectant évidemment quelques paramètres de base. Donc avoir une pluviométrie suffisante, une surface de captage aussi suffisante, une place suffisante dans votre terrain pour planter le stockage. Donc évidemment, ça, ce sont les petits paramètres de base. Mais voilà, la récupération d'eau de pluie est à la portée de tous dans différents projets, dans différentes ambitions et dans différents concepts. Mais voilà, sachez que ça a toute sa place. Mais sur la conception, sur l'idée de votre projet, sachez quand même, c'est quelque part un peu un slogan que je m'en suis fait aussi, au plus on va loin dans les usages, au plus ça devient rentable, au plus ça devient intéressant. Donc ne vous limitez pas, si vous investissez sur une récupération d'eau de pluie, ne vous limitez pas à des usages trop basiques. Donc ne vous contentez pas d'avoir simplement un usage WC, lave-linge, jardin, comme c'est la plupart du temps effectué en France. Mais là, ça n'a pas du tout de rentabilité. Et ça n'a pas de grand intérêt, parce que vous n'avez pas, alors dans ce domaine-là, dans ce schéma-là, vous n'aurez pas un schéma qualitatif, vous n'aurez pas une valorisation qualitative de votre pluie. C'est justement en entrant au minimum sur des usages de l'eau chaude et froide sanitaire que là vous allez vraiment commencer à tirer profit de la qualité, de l'aspect qualitatif de votre eau de pluie. Et si vous allez vraiment au fond des choses, si vous allez vers une autonomie complète là, avec potabilisation derrière, c'est là que ça devient encore plus intéressant, parce que là vous aurez aussi l'impact santé qui viendra s'y ajouter. Et voilà, je suis content d'avoir partagé ça avec vous, et ben, j'espère qu'on se retrouvera sur la prochaine vidéo, donc la vidéo 2, sur la faisabilité. Donc merci encore une fois de votre aimable attention, et je vous dis ciao, bye bye, à bientôt.